Pro et anti, la guerre est déclarée depuis un moment maintenant. Chacun a de très bons arguments, mais au final, peu de personnes connaissent réellement la manière dont cette méthode agit sur notre organisme. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo afin que vous puissiez faire votre propre choix en toute connaissance de cause. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Pour essayer d'éviter de se faire censurer sur YouTube, pas sûr que ça fonctionne, mais qui ne tente rien n'a rien, je vais utiliser dans cette vidéo des mots détournés pour parler du sujet du jour. Comprenez donc que lorsque je parle de piqûre, je parle en réalité de la chose qu'on nous demandait de faire pour tenter de venir au bout de la crise. Et concernant cette fameuse crise, je reprendrai le terme utilisé par beaucoup de youtubeurs, j'ai nommé le coco. Voilà, pas que vous confondiez tout ça, parce que piqûre et coco, ça peut avoir une toute autre signification, n'est-ce pas? Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. J'ai toujours énormément de questions, tant de la part de mes patients que sur les différents réseaux sociaux, concernant ces fameuses piqûres, de quelque nature qu'elles soient, pas seulement celles du coco, que ce soit celles qu'on a connues récemment, justement, ou toutes les autres, qu'elles soient récentes ou non, pour enfants ou pour adultes. Beaucoup de personnes s'en méfient. Alors évidemment, vous me direz que c'est dans l'air du temps, vu ce qu'on a vécu et qu'on vit encore actuellement à travers finalement les conséquences de l'événement planétaire de ces 2 dernières années. Et vu que j'ai une formation en filière naturopathie, qui est donc une médecine dite naturelle, et bien forcément, on essaye d'avoir mon avis. Parce que vous l'aurez certainement remarqué, mais en immense majorité, les médecines naturelles sont opposées à ces pratiques, sont opposées à la piqûre. J'ai évidemment un avis personnel, une théorie personnelle, mais je ne me sentais pas légitime à la révéler au grand jour, vu finalement mon manque de connaissances en chimie moléculaire à ce niveau-là, ou à toute autre discipline qui sont attachées à ce genre de pratiques, et qui sont tout de même des formations spécifiques, des études supérieures universitaires de plusieurs années. N'est pas virologue ou toxicologue qui veut. Mais j'ai eu la chance par contre de participer récemment à un week-end de formation en toxicologie. Parce que oui, je continue à me former régulièrement pour approfondir mes connaissances. Parce que, comme je vous l'avais expliqué dans une ou plusieurs autres vidéos, on n'a pas assez de toute une vie pour tout connaître de la santé et de la nutrition. Il m'en faudrait 3 ou 4, je pense, de vie. Et j'ai eu également la chance d'avoir pour professeur une dame docteur en pharmacie et aussi toxicologue, mais qui avait également la casquette des médecines naturelles en parallèle, comme ça elle avait un petit peu tout ce qu'il fallait. Ce fut 2 jours intenses et très chargés en informations. Très intéressant évidemment, et vous pensez bien que l'aspect des piqûres est venu sur le tapis à un moment donné. La question a été posée à cette dame de savoir ce qu'elle pensait de ces fameuses piqûres. Et j'ai eu le bonheur de pouvoir confirmer et consolider l'avis que je m'en étais fait. Après avoir longtemps évité le sujet sur ma chaîne, je me sens du coup maintenant légitime à vous en parler. Et finalement, c'est important d'en parler parce qu'il y a énormément de fake news qui circulent à ce sujet. Que ce soit dans un camp ou dans l'autre, c'est égal, on retrouve des 2 côtés des théories qui ne tiennent absolument pas la route. Malgré tout, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui n'est que le fruit de mes recherches, de mes connaissances, et je ne puis vous certifier à 100% que tout ce que je vais vous dire sur les piqûres est exhaustif. Et je pense que de toute façon, personne n'en est capable à l'heure actuelle. Vu que c'est un sujet scientifique, je vais essayer de vulgariser au maximum pour que vous compreniez, je l'espère, assez facilement de quoi on parle. Mais il faudra tout de même vous accrocher si vous n'avez pas de notion en biologie ou en chimie. Je suis navrée, j'essaye de faire au mieux. Donc, commençons par cette fameuse piqûre liée à la crise que nous avons connue récemment. Elle se fait en intramusculaire, à savoir dans le muscle appelé deltoïde, qui est un des muscles de l'épaule. Elle se fait en dessous du tissu sous-cutané. Et c'est à ce moment-là que tout va commencer. Le produit contenu dans la piqûre va agir dans un premier temps directement sur les cellules du site d'inoculation, ce qui va produire une inflammation.
Voilà pourquoi, en partie, les gens ont mal à l'épaule durant quelques jours après la piqûre. La molécule active de ce produit est en réalité le code génétique d'une certaine protéine virale, qui porte un nom bien connu maintenant, mais je ne vais pas le citer ici pour ne pas me faire embêter par YouTube. On appelle ce code génétique ARN, à ne pas confondre avec ADN, on va en parler plus tard. Ici, on parle vraiment d'ARN messager, car c'est une copie d'une partie de l'ADN de la dite protéine virale. C'est comme une espèce de mode d'emploi pour créer une protéine spécifique. C'est comme si on disait que pour créer une pièce de voiture, pas toute la voiture, une pièce, genre un rétroviseur, il faut faire ça, ça et ça, on a besoin de tels matériaux, etc. Cet ARN messager va se lier aux cellules proches du site d'injection, proche de l'épaule. Il est enveloppé dans une membrane lipidique, une espèce de capsule de gras qui va permettre le passage à travers la membrane cellulaire des cellules des muscles de votre épaule, par exemple. Cellule du muscle qui est elle-même composée, comme toutes les cellules de notre corps, d'une double couche phospholipide qui fait office de peau pour la cellule, de membrane extérieure. Et donc, lipide plus lipide permet le passage de la molécule à l'intérieur à travers la peau de cette cellule. Une fois que cet ARN est parvenu à l'intérieur de la cellule, en tant que tel, en tant qu'ARN messager, il est inactif, il ne sert à rien. Il va falloir que cet ARN soit transformé en ladite protéine dont il est codant, qui, elle, est active. Ça se passe dans un organite cellulaire appelé ribosome. Donc, c'est comme une cellule, c'est un organisme vivant qui, comme nous, a des organes. Et ces organes sont appelés organites. Et là, on parle d'un organe de la cellule qui s'appelle ribosome. C'est comme une petite usine à fabriquer des protéines que nous avons à l'intérieur de chacune de nos cellules. Le ribosome va lire l'ARN messager, comme on lirait un mode d'emploi, et il va fabriquer, il va produire à partir de celui-ci la fameuse protéine. Et donc, cette protéine, à quoi sert-elle? Déjà, il faut savoir que cette protéine n'est en réalité qu'une partie du virus, puisque le virus est composé de plusieurs protéines, comme nous-mêmes, nous sommes composés de plusieurs cellules, de plusieurs organes. Mais la protéine qui va être codée par nos cellules à partir de l'ARN, de la piqûre, c'est précisément celle qui constitue le site de liaison entre le virus et nos propres cellules. Ce sont les petits champignons, les petites excroissances que vous voyez sur la photo. Pas que j'oublie de vous la mettre, cette photo. Voyez ça en fait comme des espèces de ventouses qui vont venir se fixer sur la paroi de vos cellules saines. C'est ça que notre piqûre va permettre de créer. En réalité, le virus, ce qu'il cherche à faire, c'est à se multiplier. Et vu que lui-même, ce n'est pas un être vivant, il va avoir besoin d'un hôte qui lui est vivant. Donc une cellule est un être vivant, le virus n'est pas un être vivant. Le plus petit être vivant qui existe est une cellule. Donc on a le virus qui est non vivant et juste après il y a la cellule qui est vivante. Donc ce virus va avoir besoin d'un hôte pour répliquer son ADN et donc se multiplier. Bref, notre corps va donc fabriquer cette protéine d'amarrage et notre système immunitaire qui passe par là, qui fait sa ronde de surveillance, comme d'habitude, va réaliser qu'il y a un intrus dans notre organisme et il va simplement le détruire et forcément détruire également les cellules qui sont porteuses de cette protéine. D'où, encore une fois, l'inflammation sur l'épaule sur quelques jours. Le temps simplement que l'immunité soit acquise, que notre corps fabrique des anticorps spécifiques à partir de cette protéine. Il faut bien s'imaginer qu'il y a une espèce de petite guerre qui a lieu dans votre corps à ce moment-là. À la suite de ce processus, vous serez effectivement immunisé contre ce fameux virus, en tout cas contre cette protéine spécifique du virus, qui ne pourra dès lors plus venir se fixer à nos parois cellulaires, vu que nos cellules immunitaires vont le détecter parce qu'ils le connaissent, et le détruire avant qu'il ne parvienne à se fixer sur nos cellules. Vous comprendrez bien que c'est très ingénieux comme système, d'empêcher le virus de pouvoir se fixer à nos cellules. C'est un peu à la base du processus d'infection.
Mais ça implique aussi que notre corps ne va reconnaître qu'une seule protéine de ce virus, pas les autres. Et si le virus mute, et que justement c'est cette protéine d'amarrage qui subit cette mutation, ben patatras, le système s'effondre. Voilà pourquoi il est préférable d'être naturellement immunisé. Parce que lorsque vous attrapez le coco, c'est toutes les protéines qui vont être impliquées dans la réponse immunitaire. Donc vos cellules immunitaires vont reconnaître toutes les protéines, pas seulement celles d'amarrage. Et un virus ne pourra pas muter toutes ces protéines d'un seul coup. Donc votre système immunitaire aura plus de chances la prochaine fois de reconnaître le virus, même s'il a muté partiellement. Si on attrape la maladie, on sera protégé contre l'organisme entier, et pas seulement contre une seule des protéines qui le composent. Alors oui, sur une population à risque, ce procédé, même s'il implique une protection partielle, on est d'accord, peut permettre d'éviter une mort. Mais on peut dès lors se poser la question si c'est indispensable de piquer, j'ai failli dire le mauvais mot, l'entier de la population. Est-ce qu'il faut vraiment faire cette piqûre à l'entier de la population? Le principal problème avec cette infection, c'est qu'elle détruit les parois cellulaires. Le virus fait littéralement exploser la cellule. Et lorsque ceci arrive au niveau des parois vasculaires, je vous laisse imaginer les dégâts. C'est pour ça qu'en réalité, ce virus n'est pas une maladie pulmonaire, comme on l'entend parfois, ou on pourrait l'imaginer vu qu'il y a des détresses respiratoires, mais c'est bien une maladie vasculaire. D'ailleurs, les principaux touchés sont entre autres les personnes qui souffrent de diabète, d'athérosclérose, ce genre de maladie. Et du moment où il y a un shoot d'explosion cellulaire, c'est là qu'on voit la santé du patient s'aggraver dans un laps de temps très court, parfois même d'une heure à l'autre. Il décompense d'une heure à l'autre. Maintenant, un autre souci, c'est qu'on n'a pas le recul pour savoir si cette méthode d'inoculation de l'ARN messager est sans conséquence sur le long terme. Et lorsque je dis méthode d'inoculation, je ne parle pas de piqûre à l'ARN messager. L'ARN messager n'a rien à voir là-dedans. Ça, c'est testé, c'est prouvé, il n'y a pas de souci. Mais de la manière dont l'ARN pénètre la cellule et donc de ce transporteur lipidique qui lui permet de passer la paroi cellulaire. C'est ce procédé précisément sur lequel on manque de recul. Alors oui, on a testé depuis 10 ans ce procédé, mais uniquement sur le bétail. Ça fonctionne très bien, mais nous ne sommes pas tout à fait des vaches. Et faites pas vos mauvaises langues en disant que ça dépend de qui on parle. C'est ça finalement le réel problème de la piqûre. Et du coup, actuellement, on a 2 ans de recul, très bien, tout va bien. Mais il faut savoir que les conséquences de certains traitements ne sont visibles que sur les générations à venir. Ça peut même sauter des générations, comme pour certains médicaments d'ailleurs. Et même sans parler des conséquences à long terme, on ne le sait pas toujours, mais avec plus de 3 substances actives, donc 3 médicaments différents, on va dire, en fait, on ne sait plus du tout comment notre corps gère ces substances. Vous voyez où je veux en venir? Mais en parallèle, on voit aussi circuler certaines choses qui n'ont aucun sens, comme par exemple des photos ou des vidéos de cellules dans un sale état après l'injection. Et les milieux alternatifs s'en servent pour vous faire peur. Mais au final, on nous a bien expliqué que c'est normal que les cellules soient dans cet état, vu qu'elles sont détruites par notre système immunitaire afin d'acquérir cette immunité grâce à la piqûre. Donc, si les cellules n'étaient pas détruites, ça voudrait dire que le traitement n'a pas produit l'effet escompté et donc il serait inutile. Lorsque vous contractez une infection naturellement, il va se passer la même chose. Votre corps va également devoir détruire des cellules, parfois. Après, il y a aussi tout l'aspect bénéfice-risque à prendre en compte. Est-ce que ça vaut la peine de le faire ou non, de la faire cette piqûre? Et sur ce point, notre professeur nous expliquait que par exemple, pour la piqûre du papillomavirus, chez les jeunes filles, ça n'est pas évident. Parce qu'il y a finalement si peu de chances de contracter un cancer de l'utérus qui est dû au papillomavirus. Mais par contre, les effets secondaires de la piqûre peuvent être le développement, entre autres, d'une fibromyalgie. Donc, est-ce qu'on veut prendre le risque de déclencher une fibromyalgie qui est tout de même une maladie lourde à porter et qui dure en général toute une vie, en sachant également qu'un cancer de l'utérus qui est pris à temps se soigne
relativement facilement et qu'il y a énormément de souches de ce papillomavirus en plus, ce qui implique que notre piqûre dans ce cas-là ne sera efficace que sur certaines souches. Bref, finalement si vous mettez tout dans la balance, ça n'en vaut pas la peine. Alors attention, je vous répète les propos de mon professeur. Je ne suis pas allée mettre mon nez dans les études sur la piqûre du papillomavirus. Je n'aurai pas le temps de le faire, surtout pour ce genre de sujet. C'est juste pour vous donner un exemple. Il nous a par contre dit, pour votre info, que le ROR, la piqûre ROR, j'ai de nouveau failli le dire, est très efficace et qu'il ne contient pas d'adjuvant. La piqûre pour diphtérie, tétanos, polio, ça serait idem. Voilà. C'est une info, hein. Mon but n'est pas de vous influencer, mais de vous informer. De vous donner aussi l'avis de personnes qui sont au plus proche du sujet et qui ont les connaissances nécessaires pour en parler. Parce qu'on n'a pas tous l'occasion de discuter avec une toxicologue, un virologue. N'oublions pas non plus que si on était contre le progrès, il y a beaucoup de choses de notre vie quotidienne qui seraient différentes. À un moment donné, il faut bien qu'on teste pour savoir si ça fonctionne. Il faut faire un choix. Vous en faites chaque jour de votre vie des choix. Et certains ont des conséquences. D'ailleurs, on ne se pose pas trop la question lorsqu'on fait des tests sur des animaux. Ou lorsque les personnes partent en vacances, par exemple en Afrique. Elles feront leur piqûre sans trop se soucier des éventuels problèmes à long terme. Oui, parce que là, on parle de vacances ou de soi-disant mission humanitaire. Alors, je ne dis pas que dans tous les cas, c'est un petit peu de la gnognotte, ces missions humanitaires. Il y en a qui sont très sérieuses, mais souvent, c'est plus des vacances que des missions humanitaires. Et finalement, on voit que c'est différent dans la tête des gens à ce niveau. On attaque la santé parce que c'est un sujet hypersensible. Mais on pourrait se poser la question pour tellement d'autres choses de notre vie courante, de notre vie quotidienne. Des choses qui nous passent à des kilomètres au-dessus de la tête, sans parler de tout ce qu'on ne sait pas. Je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que sinon j'ai Julot qui va dire que je deviens complotiste. Donc, pro et anti-piqûre. La guerre va certainement continuer encore longtemps. Ça, j'en doute pas. Chacun a de très bons arguments, mais au final, personne n'a le recul, la réponse pour affirmer que sa théorie est la bonne. Donc, confrontez vos opinions, c'est une très bonne chose. Ouvrez le débat, c'est ça qui fait avancer les choses. Mais restez tolérants et restez dans la bienveillance envers les autres. Via Felicia à tous.